Jacques, c'est une belle tradition. Chaque année, nous nous retrouvons à la mairie de Saint-Étienne, dans la grande salle, pour la remise du prix Ex Braya des lycéens. Alors, on salue bien sûr Emmanuel Courbon, le nouveau président de l'association Les Bonheurs d'Ex Braya. On salue les amis de l'IRA Saint-Étienne et puis surtout, on salue les lycéens venus du lycée Jean Monnet, du lycée Carnot à Roanne et du lycée de la mode Adrien Testu au Chambon-Feugerolles, qui ont été les jurés de ce prix des lycéens. Puisque le principe, vous le connaissez, ce sont les mêmes livres que pour le prix Ex Braya. Et pendant tout le long de l'année scolaire, les élèves, après avoir rencontré les écrivains au moment de la fête du livre, lisent, discutent, argumentent et puis finalement votent. Et cette année, c'est assez rare, le jury des lycéens a élu le même livre que les 400 lecteurs qui avaient voté pour le prix Ex Braya remis au moment de la fête du livre, Camille de Peretti, L'inconnu au portrait. Voilà, donc c'est un grand moment, on les salue, merci de nous accompagner pour ces 40 minutes. Et puis nous allons garder la tradition, c'est-à-dire commencer par la présentation de notre auteur et on est vraiment ravis qu'elle soit là parce que sa venue à Saint-Étienne, ça a été un peu laborieux, Jacques, je crois. Eh bien oui, alors vous êtes né alors on va pas dire votre âge, on va On simplement peut. dire que vous êtes né l'année où j'avais signé le prix imposé avec Jacques Lang. Voilà. Le prix imposé du livre, très important maintenant, il faut acheter vos livres dans les librairies et surtout pas les commander sur les plateformes, hein, on est bien d'accord. Alors après une classe préparatoire, vous avez intégré l'ESSEC, des idées Alors l'ESSEC, petit commentaire, une des plus importantes écoles de commerce de France. Bravo madame. Merci, et puis vous vous êtes inscrite au cours Florian. Florent. Oui, Oui, Florent, c'est dit, oui. alors le cours Florent, là aussi, un petit commentaire. Quelle idée bizarre. Vous étiez partie pour gagner de l'argent, vous voulez être comédienne tout d'un coup? Non, 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 mais ça, c'est ce qu'il y a sur internet, mais c'est vrai que je me suis inscrite au cours Florent, mais comme des milliers, d'élèves tous les ans qui veulent faire du théâtre parce que j'adorais le théâtre et que j'avais très envie de voir ce que c'était que de monter sur scène, mais plus enfin, ça reste, quelque chose de très amateur, hein. Et puis après, vous avez créé votre entreprise. Voilà. Voilà. Alors, L'inconnu du portrait, c'est votre 9e roman, heu, 1 chez Belfond d'abord, ensuite, 4 chez Stock, 1 à Queyroix et puis les 3 derniers chez Kallmann Mais toujours avec la même éditrice. et avec la même édi ah bon, les 3. Les 9, Ah les les 9. 9, c'est la qui est avec nous aujourd'hui, Alors Delphine on la salue, elle est là, Delphine. qui est mon éditrice depuis le premier livre. Donc quand elle changeait de maison, moi je la suivais. Je suis quelqu'un de très fidèle, donc Ah, c'est pas que je change de maison d'édition comme ça. c'est elle qui changeait et c'est vous qui suivez, Voilà. c'est l'inverse. Ah non, non, je la suis, Il faut la c'est moi suivre. qui la suis, ouais. Alors, le livre a reçu le prix Ex Braya à la fête du livre de Saint-Étienne au mois d'octobre. Et il va recevoir tout à l'heure le prix Ex Braya des lycéens. Alors, il a eu 9 prix littéraires, je suppose que ça doit lui valoir le Guinness des records? Ben, je sais pas du tout, écoute, moi je suis très, très heureuse, d'avoir eu autant de prix pour ce livre et je vous avoue que ça commence presque à m'angoisser parce que au début je me disais: «Ah oui, bah, c'est super d'avoir un prix». Enfin, c'était mon 9e livre et j'avais eu un prix pour mon premier livre, 18 ans auparavant. Donc j'ai passé 18 ans sans avoir de prix littéraire. J'en avais eu un du premier coup, donc je me suis dit: «Bah, c'est super, c'est facile d'avoir des prix» et puis après pendant 18 ans, j'ai pas eu de prix. Et là, j'en ai eu 1, puis 2, puis 3, puis 4 et tout ça et là, ça continue et donc là, le dernier que je viens d'avoir, c'est un prix pour le livre de poche parce que le livre est sorti en poche maintenant, donc maintenant je suis sélectionnée dans des prix pour des livres de poche et je me dis: «Mais c'est quand même dingo cette histoire» et donc oui, 9 prix, c'est vraiment beaucoup. Alors, il y a une chose qui est très importante aussi. En 2012, vous avez été classé par Optimum dans le top des 100 femmes qui font fantasmer les Français. Oui, Alors dites-nous ça. c'était mon moment de gloire absolue, j'en aurai plus jamais d'autres. J'étais oui, j'ai par hasard, c'est une amie d'ailleurs qui avait acheté l'Optimum et il y avait le classement des 100 femmes qui font fantasmer les Français. J'étais pas très bien classée, hein. J'étais plutôt vers la voilà,
Mais quand même, j'ai été dedans. Mais il y avait tout dans ce classement. Il y avait des stars du porno, il y avait des actrices célèbres, etc. Et je crois qu'il y avait 2 ou 3 écrivaines. Après, on va peut-être dire que c'était parce que j'étais une des seules femmes très jeunes écrivaines à l'époque, voilà. Enfin, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il fut un temps où j'ai été dans le classement des femmes qui font fantasmer les Français et j'en suis extrêmement fière, voilà. Alors, il y a une coïncidence assez marrante, c'est que, on a fait à peu près 1 700 émissions. Il y a 2 émissions où l'auteur n'a pas pu être là. Ces 2 émissions, c'est vous et Paul Fournel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces 2 émissions avaient lieu au même endroit, à la mairie de Tarentaise. Et alors, il y a une autre, coïncidence, hein, tu sais, entre vous et Paul Fournel, c'est que l'Oulipo, j'allais dire le vélo c'est Paul Fournel, ça rime, mais l'Oulipo, Ouais. c'est quand même, quelque chose qui vous concerne presque autant que Paul Fournel. Oui, alors non, moins que Paul Fournel, mais c'est vrai que Paul Fournel m'avait appelé sur mon téléphone portable pour m'annoncer que mon livre, alors je sais plus, ça devait être le Nous vieillirons ensemble, ça devait être mon 4e roman, et pour m'annoncer que ce roman qui avait été écrit sous contrainte oulipienne, donc c'est des pour les jeunes qui sont ici, il faut quand même peut-être expliquer ce que c'est que l'Oulipo. Donc l'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle et c'est une période dans la littérature dans les années 1960 où les auteurs se sont dit, des grands auteurs comme Pérec, comme Queneau et tout ça, se sont dit: la littérature, ça va, on va un petit peu essayer de faire quelque chose de nouveau et on va remplacer la littérature par des formules mathématiques. Et ils ont écrit des livres sous contrainte mathématique. Donc, par exemple, pour que ça soit clair pour vous, ils ont écrit un livre sans la lettre E. Donc, La disparition. n'utilisant que des mots qui n'avaient pas la lettre E. Essayez d'écrire juste une phrase, Voilà. vous allez voir, Et hein. puis après avoir écrit ce livre qui s'appelle La disparition, qui est un vrai livre, qui est un vrai roman, hein, Oui. mais ils n'ont employé alors vous imaginez pour les temps des verbes, etc., c'est très compliqué. Il y a plein de c'est très difficile le présent, par exemple, voilà. Et ensuite, ils ont écrit un livre qui s'appelle Les Revenantes avec exactement 66% de E dans le livre. Bon, et tout ça est très amusant. Et moi, j'ai écrit un livre oulipien, donc sous contrainte mathématique. Et Paul Fournel, qui est le chef de l'Oulipo aujourd'hui, avait pris la peine de m'appeler sur mon téléphone portable pour me dire, bon voilà, on a étudié votre livre en commission. Effectivement, il est validé par l'Oulipo, mais attention, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes oulipienne. C'est seulement ce livre-là qui est oulipien, mais vous non, parce qu'il faudrait que toute votre œuvre soit oulipienne. Et j'avais envie de lui dire, eh ben tant mieux, parce que si vous saviez déjà, ça fait 2 ans que je galère avec vos formules mathématiques, je suis bien contente et je ne recommencerai pas un truc pareil. Mais je lui ai dit merci beaucoup, je suis très honorée. Et j'étais d'ailleurs très honorée que ce livre soit validé par l'Oulipo. Oui, mais lui, toute son œuvre n'est pas oulipienne. Ah bah si, lui, il est oulipien du début jusqu'à la fin. Bah, tes livres sur le vélo, je crois pas qu'ils soient tellement oulipiens. Alors, peut-être, il faudrait lui en parler, mais moi, j'oserais pas. Alors, vous avez pris la parole au moment du premier prix, c'était le prix des romancières et vous avez fait des confidences sur votre rapport enfant avec le livre et une formule terrible de votre maman disant: «Les livres, c'est pour les fainéants». Alors non. Non, Da dites da bien exactement. En fait, ma mère, lorsqu'elle était petite fille, adorait lire. Mais ma grand-mère, qui était une femme, très simple et très dure, qui était femme de ménage, qui élevait 7 enfants toute seule, dans la misère, hein, c'était vraiment la misère. Elle disait à ma mère: «Éteins la lumière, Janine, les livres, c'est pour les feignants». Parce que pour ma grand-mère, les livres, c'était vraiment pour les feignants, quoi. Et donc ma mère, qui avait été privée de faire des études, hem, lorsqu'elle a grandi et qu'elle a eu ses propres enfants, était obsédée par l'idée que ma sœur et moi, on réussisse scolairement et qu'on lise des livres justement puisqu'elle, elle n'avait pas eu le droit, enfant, de lire des livres. Et donc il faut s'imaginer que ma mère venant de ce milieu social-là, lorsque ma sœur et moi, on a fait des études et on a fait des très bonnes études, on était des très bonnes élèves, à chaque fois qu'on avait un examen, mais même pas le bac, avant, je veux dire des petits trucs pas très importants, ma mère s'asseyait sur le rebord de notre lit le soir et elle nous disait: «Les filles, votre grand-père ne savait ni lire ni écrire. Il a signé le registre des naissances avec une croix». Donc pour maman, c'était tout un truc, ouais, c'était une sorte de cérémonie et à chaque fois, elle nous disait: «Est-ce que vous vous rendez compte du chemin parcouru?» Et donc, évidemment, quand des années plus tard, je reçois un prix littéraire, je me
rappelle que ma mère m'a dit, parce qu'à la fin, c'était une blague avec ma sœur. Quand ma mère s'assied sur le rebord du lit, elle disait, les filles, on dit, oui, oui, c'est bon, il a signé avec une croix, c'est bon, c'est bon. Elle disait, ah non, 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 parce qu'il faut que je vous raconte, parce que c'était tout un truc pour elle. Et c'était trop important, quoi. Donc, imaginez quand vous recevez un prix qui s'appelle le prix des romancières, c'est énorme, quoi. Et donc, évidemment, il fallait que je raconte l'histoire de ma mère qui me racontait ça. Mesdames, messieurs, je propose qu'on applaudisse la maman. Ah ouais, vous pouvez, vous pouvez. Mm. Alors, on va parler du livre maintenant et on va peut-être commencer par Plaisance. Il y a quelques semaines, pour le lancement de la version italienne du livre, et là, j'ai vu tout à l'heure une photo incroyable. Alors, vous le connaissez, l'inconnu au portrait. Vous l'avez dans l'œil. Imaginez Camille juste devant, 2 3 quarts, avec les cheveux décoiffée exactement comme inconnu au portrait, c'est elle tout craché. Clint vous a peint, madame. Racontez cette scène. Non, mais en fait, c'est l'histoire de l'inconnu du portrait. C'est pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un tableau de Klimt qui est absolument magnifique. C'est un très beau tableau, mais qui avait été volé et perdu pendant 20 ans et qui a été retrouvé dans un sac poubelle. Et lorsqu'il a été retrouvé dans un sac En poubelle, bon état. oui, en état parfait, parce qu'en fait, je pense que quand il a été déposé au musée, d'ailleurs, moi j'ai été au musée, j'ai regardé l'endroit derrière le buisson où il avait été déposé, j'ai tout vérifié, la trappe, tout et tout ça. On sait que ce tableau quand il a été découvert, ça faisait peut-être 24 heures ou 48 heures qu'il avait été déposé. Il n'est pas resté des années là. Le sac était impeccable, il y avait pas, ils ont fait des tests, etc. Donc, on l'a trouvé parce qu'on voulait qu'il soit trouvé. Bon. Et donc, lorsque ce tableau a été retrouvé, il y a eu des articles dans la presse, un peu partout, en disant on vient de retrouver un tableau de Klimt. C'est quand même un tableau qui vaut 60 millions d'euros. Et tout le monde aime les histoires de tableaux de 60 millions d'euros qu'on trouve dans des sacs poubelles. Enfin, c'est toujours voilà. Et donc, j'ai un ami qui a lu cet article et qui, lui, en voyant le portrait, s'est dit ah, elle me fait penser à Camille. Et il m'a envoyé l'article par Internet en me disant lis ça, ça va t'intéresser, c'est marrant, c'est une histoire de dingue et tout ça. Et elle me fait penser à toi. Et moi, en lisant l'article, je me suis dit peut-être que ça pourrait faire un sujet de roman. Et j'ai commencé à chercher, etc. Et après, je me suis dit c'est une super idée parce que l'histoire est géniale. Enfin, voilà. Je me suis lancée dedans et pendant 2 ans et demi, j'étais complètement dans mon livre, dans l'enquête et tout ça. Et quand le livre est sorti, que tout le monde m'a dit oh, elle vous ressemble. Moi, j'avais zappé, en fait, j'y étais plus du tout. Pour moi, c'était devenu un personnage. J'avais complètement oublié cette ressemblance. Et c'est vrai que maintenant, quand on me le dit, je dis oui, 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 c'est vrai, mais ça part pas de là, en fait, même si ça part un peu de là. Alors, ce tableau de Klimt, célèbre dans l'histoire de la peinture, a eu une histoire rocambolesque parce que non seulement il a disparu, il est réapparu, mais son parcours a été invraisemblable, Ouais, ouais. incroyable. C'est surtout le seul tableau que Klimt ait repeint. Voilà, 1910, première version. Voilà, c'est celle qu'on voit ici avec le grand chapeau et l'étole, ça c'est 1910. Ensuite, il est vendu par Klimt à la galerie Miotke, qui était la galerie officielle où Klimt vendait ses toiles, à un acheteur dont on a perdu la trace, ce qui n'est pas tout à fait normal parce qu'on avait quand même plutôt des registres avec des... Bon, lui, on ne sait pas qui c'est. Très bien. Et ensuite, il y a l'autre tableau que vous voyez, sans le chapeau et sans l'étole, qui lui est acheté en 1925 par Monsieur Ricci Oddi, qui a un musée, qui est un très riche collectionneur en fait, donc il va créer le musée Ricci Oddi à Plaisance en Italie, à un galeriste qui lui n'est pas capable de dire d'où il tient le tableau. Il dit c'est un Klimt, mais je sais, enfin il veut pas dire d'où il a. Moi j'ai même vu l'acte de vente, donc les 25 000 lire, etc. pour le tableau, mais il n'y a pas écrit d'où il tient ce tableau. Et donc, entre 1910 et 1925, le tableau a été repeint. Ça, on le sait, on est sûr que c'est Klimt qui a repeint ce tableau. Mais on ne l'a su qu'en 1900. Ça, on l'a su qu'en 1997. Et ça, c'est une histoire encore dingue. Une étudiante. Alors, c'est une étudiante. Parce que le tableau est donc à Et donc, Plaisance. il est à Plaisance, à Ricci Oddi, où j'ai été pour le lancement du livre en italien, mais j'avais été précédemment, évidemment, pour faire mon enquête là-bas. Enfin, c'est un super petit musée et il y a ce très beau tableau de Klimt dedans. Et en 1997,
il y a une étudiante en histoire de l'art qui s'appelle Claudia Maga, et elle feuillette des catalogues et elle se rend compte qu'il y a la toile de 1910 qui avait été perdue, celle avec le grand chapeau, ce qui est pas fou parce que pour le coup, il y a eu beaucoup de tableaux qui ont été perdus avec la Deuxième Guerre mondiale, avec les incendies, les destructions, les spoliations nazies. Donc des tableaux de Klimt perdus, il y en a. Donc ça, voilà. Mais celui-là faisait partie des tableaux de Klimt perdus. Et puis elle a dit, mais attendez, il n'est pas perdu du tout ce tableau. Il ressemble quand même cruellement à celui qui est au musée de Plaisance. Donc elle va au musée de Plaisance et elle dit au directeur du musée, le tableau que vous avez là, à mon avis, c'est un repeint et en dessous, il devrait y avoir celui qui est soi-disant perdu. Parce que quand vous voyez les deux tableaux côte à côte comme ça, vous voyez évidemment le lien. Le visage. Mais à l'époque, celui avec le chapeau et l'étole, c'était un tout petit encart dans un tout petit catalogue d'exposition que personne ne voyait plus. Donc on avait perdu sa trace, quoi. Donc le directeur du musée est hyper content. Il dit, très bien, allons voir si c'est vrai. Ils prennent le tableau avec la Claudia Maga, là, ils voient l'hôpital du coin, ils passent le tableau au rayon X, comme pour une jambe cassée. Et là, oui, effectivement, en dessous, ils voient le chapeau, l'étole et tout. Donc là, le directeur du musée se dit, c'est un peu ma chance, parce que le musée Ricciodi, c'est un petit musée. Il dit, je vais faire une grande exposition autour de la seule œuvre de Klimt qui soit jamais blablabla repeint, et ça va être super. Et il prévient tout le monde. Et comme son musée est un peu moche, un peu décrépit, on va dire, il veut tout faire beau pour l'exposition. Et pendant les travaux, le tableau est volé. Il est volé et il dit, Les tableaux volés, il y en a plein dans l'histoire de la peinture. il y en a plein dans l'histoire de la peinture, mais il est volé et puis on ne trouve rien. Donc Il y a même un Rembrandt qui a été volé 4 fois. Ah oui. Alors ça, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai regardé sur Wikipédia la liste des tableaux célèbres volés. C'est vrai qu'il y en a pléthore. Mais voilà. Et donc le tableau est volé. L'enquête de la police donne rien du tout. Ça piétine. Et on est en 1997 et on arrive en 2016. Donc ça piétine pas mal quand même. Et en 2016, il y a un voleur italien, sorte de Arsène Lupin mafieux local très rocambolesque, qui se fait arrêter par la police et qui dit, ah oui, bah alors moi des tableaux, j'en ai volé des centaines. Et dans les centaines de tableaux qu'il a volés, parce que c'est vraiment un expert de vol de tableaux, il dit, ah et au fait, le Klimt, c'était moi. Il dit, ah bon? Alors le Klimt, c'était vous? Et donc il est où? C'était qui le commanditaire? Quoi? Il dit, je sais pas. Je suis pas capable de dire. Mais ce qu'on m'avait dit à l'époque quand je l'ai volé, c'est que la toile serait restituée 20 ans après. Ce qui n'a aucun sens. C'est n'importe quoi de dire un truc pareil. Oui, à Et, 60 millions. et puis la police dit, ah d'accord. Enfin, je sais même pas d'ailleurs pourquoi la police lâche le truc. Enfin, peut-être qu'ils ont d'autres chats à fouetter avec ce monsieur et qu'ils ont d'autres tableaux à récupérer. Mais... Et puis peut-être qu'ils se disent aussi, on est en 2016, comme il a été volé en 97, 20 ans plus tard, c'est l'année prochaine, quoi. Donc ils attendent. Et 2017, il se passe rien. 2018, il se passe rien. Et en 2019, on retrouve le tableau déposé à la galerie Ricciodi dans ce sac poubelle. Voilà. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que tout le monde enquête, cherche, mais à toutes les étapes, on n'a rien. Il n'y a pas grand-chose, oui. Il y a pas... Alors moi, c'était une chance pour moi qu'il n'y ait pas grand-chose. Voilà, donc la romancière Voilà. se dit, La romancière se dit, c'est un boulevard. Après, j'ai qu'une trouille, c'est que comme le livre est un best-seller et qu'il est traduit, il va être traduit dans plus de 11 langues, là. Donc voilà, j'ai qu'une trouille, c'est que quelqu'un me dise, ah, mais si, moi je sais très bien qui c'est ma grand-mère ou un truc comme ça. Parce que, voilà, parce que si le succès du livre fait que les gens commencent à s'intéresser au tableau, peut-être qu'ils vont me dire, mais on sait très bien. Voilà. de toute façon, Mais, il y a tellement d'énigmes successives. mais jusqu'à présent, personne ne m'a jamais dit dans une rencontre comme ça, si, moi j'ai des informations pour vous et je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Donc pour le moment, mon histoire tient toujours, on verra bien. Et moi, j'ai quand même beaucoup enquêté, je me suis donné beaucoup de mal pour essayer de Alors, trouver maintenant, la romancière, elle a son sujet et elle se met au travail. Ouais, Un énorme travail de documentation. oui. C'est vrai l'histoire du livre de cuisine de 1905? Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des légendes qui commencent à courir. Il laisse sur pas un peu- croire. Oh, alors, pourquoi? Alors ça, je le fais presque à chaque fois. C'est-à-dire que quand vous faites des recherches sur Vienne en 1900, par exemple, vous dites, bon, bah, Vienne en 1900, vous allez regarder, vous allez lire la littérature, donc Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Georg Trakl, enfin, des auteurs de Vienne en 1900. Puis après, vous allez lire des livres d'histoire sur qu'est-ce qui se passait à Vienne en 1900. Et puis après, même pour donner les prénoms de vos personnages, par exemple, il faut savoir comment est-ce qu'on s'appelait en 1900, en fonction de son milieu social et tout ça. Donc, je fais toutes sortes de recherches sur Internet
et beaucoup dans les livres, parce que moi, je suis vraiment un rat de bibliothèque, donc et je fais beaucoup de recherches. Et puis, au cours de mes recherches, par hasard, je vois qu'en 1903, il y a un best-seller en Autriche qui est écrit par une femme. Et je me dis, c'est amusant, qu'est-ce que c'est que ce livre? Et je vois qu'il est écrit par une certaine Madame Katharina Prato, et qu'en fait, c'est un livre de cuisine. Alors, je sais pas, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, donc ça va pas parler aux jeunes, mais il y a en France un livre qui s'appelle Je sais cuisiner de Ginette Mathieu, qui est le livre de cuisine de la femme française. Qu'on offre aux futures belles-filles. Oui, enfin, c'est vraiment le livre de cuisine qu'il faut avoir dans sa cuisine pour faire de la bonne cuisine française. Et ben en fait, le Katharina Prato, c'était un peu le même, c'est-à-dire c'était la bonne cuisine autrichienne. Je me dis, ça, c'est marrant. Donc, évidemment, je le commande. Le truc n'a jamais été traduit, hein, donc il arrive à la maison, c'est un énorme bouquin en cuir relié, écrit en gothique, là, vous voyez? Enfin, c'est en autrichien, donc je suis avec, Google Traduction en train d'essayer de comprendre et ça, les recettes, il y a pas de photos, hein, c'est tout écrit, c'est des recettes, écrites avec parfois des gravures pour faire pour comprendre le dessin du truc et je me dis: «C'est trop sympa, je vais cuisiner comme ça, pour voir ce que mes personnages ont dans le ventre». Parce que je me dis: J'ai les recettes de 1903, donc comme mes personnages sont en 1910, eh ben, on va voir ce qu'ils avaient à table. Donc je fais ça à la maison, je fais ça pour mes enfants, pour mon mari, je cuisine autrichien 1903. Ça déplaît fortement, la famille aime pas du tout ça, mais il faut savoir que quand j'avais écrit Le sang des Mirabelles, qui se passe au XIIe siècle, j'avais fait la même chose. J'avais aussi fait des ragoûts du XIIe siècle et là, mon mari voulait presque divorcer, en fait, donc il faut vraiment, je me disais: «C'est bien, il faut aller jusqu'au bout du truc, quoi. Essayer de comprendre les personnages par tous les moyens possibles». Donc la cuisine, c'est un très bon moyen et très facile aussi. Alors vous êtes aussi plongé dans la catastrophe financière de 1929. On croise les doigts pour qu'on ne soit pas en train de revivre Ouais. un peu les mêmes choses, Ouais. là aussi puisque, un de vos personnages, Isidore, au passage, c'est la Sainte Isidore aujourd'hui Incroyable, on avoue ça aujourd'hui en éditrice, on s'est dit: «Ah, c'est la Sainte Isidore, c'est et un signe». Isidore, je suis allé voir, c'est un évêque d'Espagne de du VIe siècle qui était un écrivain extraordinaire. Ah bon? Oui, vous voyez donc, alors Isidore en fait, le prénom, c'est pas pour cette raison, mais plein de coïncidences. Oui, là aussi, énorme documentation pendant les 2 ans, mais ça suffit pas la documentation. Il faut que le livre résolve ces énigmes successives. Alors comment vous avez fait et puis comment vous l'avez construit? Alors il y a Là, plusieurs si choses. vous allez voir, sur, la grande librairie, la séquence qui vous a été consacrée, il y a quelques mois, vous verrez la photo du bureau de madame et vous comprendrez tout. Alors, en fait, c'est la structure. C'est vrai que vous avez raison. Il y a les recherches. Les recherches, c'est passionnant, hein, de faire des recherches quand on est écrivain. Enfin, de se plonger dans une période historique, de comprendre la manière dont les trucs ont fonctionné. C'est merveilleux. Donc ça, c'est une grande joie dans mon métier, dans mon travail. Après, la structure du roman, c'est effectivement, une fois que les recherches sont bien, qu'on commence à avoir les tenants et les aboutissants du truc, on se dit comment faire pour faire tenir la machine? Et en fait, j'avais 3 fils narratifs. J'avais un fil narratif qui était Vienne en 1910. J'avais un fil narratif qui était New York dans les années 30-40 et j'avais un fil narratif quasiment aujourd'hui, enfin à notre époque. Et j'avais fait des cartes blanches avec des codes couleurs, donc j'avais orange pour Vienne, j'avais bleu pour New York et vert pour aujourd'hui et j'avais tous les chapitres de mon livre sur ces petits cartons blancs qui étaient tous étalés sur mon bureau et que j'avais projetés sur le mur parce que je ne voulais pas raconter ces 110 ans, hein, L'inconnu du portrait, ça s'étale sur 110 ans. Je ne voulais pas raconter les choses de manière chronologique. Je trouvais que le truc, ce qui allait donner du suspense, c'était justement d'inverser et de tresser les trois fils narratifs. Mais le problème du suspense, c'est que si vous écrivez tel chapitre avant d'avoir écrit tel autre chapitre, il faut que tel autre chapitre aille avant et que après, et vous passez votre temps à bouger les cartes. Et il y a eu un moment où je me faisais tellement de nœuds au cerveau, j'avais tout ça au-dessus de mon bureau et je me disais: «Ça tient pas, si je dis ça, mais lui, alors on va savoir que lui, c'est lui, alors si lui, il a ah bah, c'est pas bon non plus». Et il y a un moment vraiment où j'étais en panique et mon éditrice m'a aidée
Et elle m'a dit: «Bon, on va reprendre tout va bien, hein». Puis on a regardé et il suffisait de pas grand-chose finalement pour que cette mais quand vous êtes la tête dans le guidon, comme on dit, c'est très compliqué d'avoir Mais si vous n'êtes pas la seule à avoir écrit un livre avec dans le désordre, j'allais dire, mais de ne pas mettre les dates, il faut être quand même vachement gonflé. Oui, alors c'est une très bonne question. On s'est vraiment Des numéros. demandé. Il y a que des numéros. On s'est dit: «Est-ce qu'on indique au lecteur en haut des chapitres, Vienne 1910, comme ça l'aide». Et après on s'est dit: «Non, on n'aide pas le lecteur, il se débrouille». Et il y a un moment quand même où peut-être les premiers chapitres Alors demandent de s'accrocher un les peu. 3 premiers chapitres sont chacun à une période. Ouais, Alors bon, c'est déjà un peu étrange pour le lecteur et puis alors après, on va se balader et c'est vrai qu'il y a un côté absolument jubilatoire pour le lecteur de s'y retrouver. bah, c'est sympa parce que pour moi c'était très jubilatoire aussi. Oui, Bah, c'est oui, quelque chose que j'ai adoré les faire. jeunes vous l'ont dit tout à l'heure. Oui, oui. Alors il y avait ça et puis il y a aussi quelque chose dont on n'a peut-être pas conscience quand on lit, parce qu'on lit rapidement et on tourne les pages, mais il y a un vrai effort de style différent entre les 3 périodes. J'ai vraiment essayé d'avoir un style plus littéraire, plus poétique et plus abouti pour les Vienne en 1900 que pour l'époque moderne où j'ai essayé des phrases un petit peu plus saccadées, sujet, verbe, complément, plus modernes, plus actuelles et tout ça. Et normalement, le lecteur, de manière inconsciente, en fait, s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en lisant la première phrase, même s'il ne sait pas où il est, il se dit: Ici «Non, ça doit se passer aujourd'hui, ça». Enfin, aussi, à tel endroit ouais, et à tel moment. normalement. Chapeau madame. Je pas mais c'était très amusant à faire en tous les cas. Alors c'est peut-être la raison du succès du livre. C'est que vous demandez au lecteur le même effort d'intelligence et de coopération pour fabriquer le sens que vous avez eu pendant des mois et des mois à à cogiter pour que ça colle finalement. Tu peux pas lire en travers. Ah ben non, Non, bah, alors si on saute les pages, on est embêté, je pense, parce qu'on va pas il y a il faut un peu s'accrocher, surtout au début, je pense. surtout au début. Et puis, c'est un livre de suspense, donc il y a des indices qui sont disséminés. Je j'enseigne moi l'écriture créative dans des ateliers d'écriture et il y a quelque chose que j'ai compris, bah, ça fait 10 ans que je fais ça et que j'ai essayé d'expliquer à mes élèves, c'est que, en tant que lectrice, parce que je suis avant tout lectrice, hein, le lecteur se croit toujours plus malin que l'auteur. Dans un livre de suspense, quand vous prenez un livre, avec un crime non élucidé, un meurtrier, vous voulez toujours connaître le truc avant la fin, dire: «Ça, je l'avais vu venir, c'est trop facile». On fait pareil d'ailleurs avec les films, avec les séries, on se dit: «Non mais ça va, c'est bon, je sais très bien, c'est Bob, qui l'a tué» ou voilà. Et là où c'est amusant de jouer avec son lecteur, c'est que effectivement, si le lecteur a vu le truc arriver, il dit: «C'était cousu de fil blanc, je l'ai vu venir», il est pas content. En revanche, si à la fin, il y a une énorme surprise, le lecteur est pas content non plus parce qu'il dit: «Mais d'où ça sort cette espèce de ah bon, alors c'était Bob le meurtrier et il y avait aucun truc». Ce que le lecteur aime bien, c'est quand, à la fin, c'est Bob le meurtrier et qu'il s'y attendait pas, mais qu'il se dit: «Si j'avais été plus attentif, effectivement, c'était Bob le meurtrier et j'aurais pu le voir». Donc il y a cette espèce de chose comme ça très subtile où on lui donne des indices et des faux indices et le lecteur est content en fait d'être surpris à la fin, mais de se dire: «Ah peut-être que» voilà. On entre donc dans la fabrication du livre, ce livre couvert de prix qui change votre vie vraiment, parce que vous êtes sous les feux des projecteurs et puis vous rencontrez les lecteurs et ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que quand on commence un peu à vous connaître, à vous écouter, on s'aperçoit que même si c'est à Vienne, même si c'est à New York, même si c'est, c'est aussi votre histoire. C'est aussi vous qui transparaissez à travers les personnages. Isidore, c'est la réussite, l'exemple de l'orphelin qui, voilà. Mais il a toujours le complexe de l'imposteur, celui qui ne doit pas révéler d'où il vient parce que son prestige s'effondrerait. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. De toute façon, on met toujours beaucoup de nous dans nos livres parce que c'est nous qui tenons le stylo, donc on peut pas faire autrement que de se dévoiler tout en se voilant. C'est une mécanique assez intéressante qui est à la fois écrire un livre, c'est
c'est une forme d'exhibition parce que on dit aux gens: «Venez voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon cerveau». C'est quand même très étonnant de vouloir faire ça et il y a toujours une distance qui, elle, est créée par l'écriture et qui fait que j'écrive mon premier livre s'appelait Tornitorynx et l'héroïne s'appelait Camille et elle était à l'ESSEC, voilà, donc il y a pas tellement de doute là-dessus. Je m'appelle Camille et j'ai été à l'ESSEC, donc c'était évidemment moi et et en même temps, dans Tornitorynx, j'étais aussi la mère de Camille et le petit ami de Camille et la meilleure amie de Camille puisque je leur ai pas demandé d'écrire les passages qui les concernaient. J'ai écrit tous les personnages. C'est exactement la même chose dans L'inconnu du portrait. Je suis Isidore. C'est évident, il y a plein de points communs entre Isidore et moi et je suis aussi Martha. Je suis pour vous raconter une anecdote qui, souvent les gens, comprennent bien avec ça, il y a une scène dans le livre où Martha emmène son petit garçon Isidore boire un chocolat chaud dans un café à Vienne qui s'appelle le Café Central. Ce que j'avais fait j'avais d'abord fait des recherches pour savoir s'il y avait un café à Vienne, qui pourrait être encore aujourd'hui comme en 1900. Donc j'avais trouvé, sur internet le Café Central qui est le café historique de Vienne qui n'a pas bougé, Les écrivains. qui est Ouais. exactement tel quel est ça. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est bien, on va coller la scène au Café Central» et après j'étais et puis il y a le fameux, chocolat viennois. Je dis: «C'est quoi un chocolat viennois?» toujours, vous voyez la nourriture? Et donc ce que j'ai fait, c'est que donc moi j'ai 3 garçons, j'ai trois fils et le numéro 3 à l'époque avait 6 ans, qui est l'âge d'Isidore dans le livre. Donc j'ai pris mon petit Vadim et je lui ai dit: «Aujourd'hui, je vais t'emmener boire le meilleur chocolat de ta vie» et je l'ai emmené à Paris dans un salon de thé qui s'appelle Angelina, qui est à côté du Louvre et hem, je lui en ai tellement parlé, je lui ai tellement fait enfin presque croire que ça allait être extraordinaire que lui, il se faisait un film. Il avait 6 ans, il s'est dit: «Non mais vraiment ce chocolat chaud, ça va être dingo». Donc on est arrivé chez Angelina avec une forme de cérémonie autour de ce chocolat chaud. Il s'est assis et c'est vrai que c'est un très bon chocolat chaud et qu'il y a une petite coupelle de crème avec une petite cuillère en argent, enfin tout ça est très chic et Vadim, je l'ai observé pendant 1 heure boire ce chocolat chaud et j'ai regardé ses yeux d'enfant, sa gourmandise, son truc. On est rentré à la maison, j'ai écrit mon chapitre. Donc ça, évidemment, la scène de Martha avec Isidore, c'est complètement moi avec mon petit bonhomme. Mais après, 4 mois plus tard, j'étais à Vienne pour, justement aller voir les tableaux de Klimt, aller au fond Klimt et puis parce que j'avais besoin d'être à Vienne et mon éditeur m'avait envoyé à Vienne pour que je puisse me documenter sur place. Parce que internet, ça marche 2 minutes, mais il y a des moments où il faut vraiment être sur place. Et là, j'étais avec mon mari et j'ai dit: «Tu sais mon chéri, on devrait aller au Café Central». Donc on est allé au Café Central. Donc 2e cobaye, vous voyez comme je me sers des gens de mon entourage et donc là, avec mon mari, on est allé au Café Central, j'avais mon carnet, j'ai noté tout, les lustres, les mosaïques au mur, les marbres des guéridons, j'ai tout noté. Mon pauvre mari qui me disait: «Bon, tu veux qu'on boive un verre ou tu veux quoi?» Je «Chut!» Alors j'ai pris toutes mes notes et après bon, après, j'ai quand même pris un verre avec mon mari parce qu'il est charmant. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai pu mettre tout ce qui était de recherche et de véracité de Vienne et de ce truc sur le chapitre par-dessus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est des couches successives. Donc, il y a de moi à chaque ligne et il y a aussi beaucoup de documentation. Tout ça se mélange. Un mot sur le tennis. Ah, Ah, c'est que trop beau le rappelle-t-il? tennis. Alors vous vous souvenez, l'angoisse d'Isidore qui a parfaitement réussi dans le dentifrice, enfin une super fortune, tout est bien, alors qu'il est parti de strictement rien, avec des magouilles pas possibles. Eh bien, il a qu'une angoisse, c'est qu'on lui propose de jouer au tennis. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que dans un certain milieu social, les jeunes garçons, surtout à l'époque, Encore aujourd'hui. voilà, savent jouer au tennis parce qu'ils ont des cours de tennis et parce qu'ils savent jouer au tennis et que donc quand ils se retrouvent, le week-end, ils disent: «Ah, on devrait aller se faire un petit tennis et puis on va se faire un petit tennis» et ça veut dire beaucoup de choses d'aller se faire un petit tennis, ça veut dire qu'on sait jouer au tennis et moi, qui n'ai pas pris de cours de tennis et qui me suis retrouvée dans cette situation avec des gens qui savaient tous jouer au tennis et pas moi, c'est quelque chose qui m'avait marquée parce que moi, aujourd'hui, j'ai tous les codes de la bourgeoisie, mais je sais pas jouer au tennis et ça prouve peut-être quelque chose sur mon enfance et mes fils savent très bien jouer au tennis et les pauvres, à chaque fois, ils adorent le foot. Vous imaginez? Ils disent: «Mais pourquoi tu veux qu'on joue au tennis?» Maman, je dis: «Vous allez jouer au tennis, c'est très important de savoir jouer au tennis» et ils aiment que le foot et d'ailleurs, en venant à Saint-Étienne, ce matin,
mon grand m'a dit: «Maman, rapporte-nous une écharpe ou un maillot de Saint-Étienne» et on m'en a offert. Vous imaginez comme c'est gentil. Donc je vais être acclamée, de retour à Paris, avec mon On écharpe. va même aller en chercher une autre Oui, pour être second parce que ça oui, c'est vrai ça qu'il risque dé d'y avoir un drame s'il y a qu'une écharpe, mais bon, voilà. alors, ce qu'il y a de passionnant, c'est que vous nous faites vraiment entrer dans le secret de l'écriture. On voit ce que c'est qu'écrire, à la fois jubilatoire, à la fois envahissant. Ça vous a pris quand même, 4 ans, 3 ans, Oui, c'est ça, 3 ans à peu près, 3 ouais. ans de votre Ouais. vie. Oui, beh, c'est à peu près mon rythme. J'ai écrit c'est mon 9e roman et ça fait 18 ans que j'écris, donc mon rythme, c'est tous les 2 ans, 2 ans et demi à peu près, ouais. Et puis pour que ça soit un beau livre, il faut qu'il y ait une belle histoire d'amour. Ah! Il y en a des belles histoires d'amour. Peut-être, le personnage de Lot, Oh! pourtant c'est une fille, hyper bourgeoise qui a tous les codes, et puis elle va tomber en pamoison Oui, parce devant que ce gamin, Isidore quoi. Isidore, c'est vraiment un cœur pur. Je pense que c'est ça qui l'a séduit chez lui, pardon. C'est qu'il est vraiment un cœur pur et qu'elle a jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et oui, je voulais une histoire d'amour. Après, je voulais aussi, que le lecteur soit presque déçu à la fin en se disant: «Ah, finalement, ça c'est pas» en fait, je voulais que le personnage d'Isidore soit un personnage qui évolue et que le lecteur l'aime énormément au début, que le lecteur ait vraiment de l'amour pour Isidore parce que c'est un petit bonhomme qui se bat, qui veut y arriver, qui est plein de bonne volonté, qui affronte les épreuves de la vie avec beaucoup de courage et de ténacité et tout ça. Et je voulais qu'à la fin de sa vie, Isidore soit plus un mec si cool que ça et si sympathique parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que, dans une saga, vous avez, heu très souvent des personnages stéréotypés comme ça d'ascension sociale, de c'est Dallas quoi. Il part de rien, il arrive à tout, génial et tout. Mais je voulais pas que ce soit trop je voulais jouer avec le stéréotype, mais pas aller jusqu'au bout et aussi pour une raison, alors là encore très personnelle, qui est que donc j'ai 3 fils et que mon premier fils, qui s'appelle Auguste, est un garçon qui est très, très, très lourdement handicapé mental. Il a 15 ans, mon fils, et il ne parle pas, et il parlera jamais et on ne sait pas vraiment ce qu'il comprend et ce qu'il comprend pas. Je suis même pas sûre qu'il sache que je suis sa maman et c'est une terrible épreuve de la vie, d'avoir un enfant comme ça. Il tient pas sa cuillère tout seul, il porte des couches, enfin vous imaginez la lourdeur, de quotidienne d'avoir un enfant comme ça et donc vous allez voir le lien avec Isidore, il est loin, mais quand même il est pas si loin. C'est que, depuis que j'ai cet enfant, mon entourage, qui est très bienveillant, me dit toujours, «Tu sais, ce La qui ne phrase fameuse. ce qui ne te tue pas te rend plus forte» et je trouve que c'est complètement faux. Voilà, je trouve que c'est complètement faux, pour les grandes épreuves, en tous les cas. Je pense que si ce qui ne vous tue pas, certes, ne vous tue pas, vous êtes toujours debout, voilà, la belle affaire, mais que ce qui vous tue pas, mais vous fracasse comme ça, vous fracasse pour toujours et que vous êtes plus jamais la même personne et que vous perdez une vraie forme de joie et d'insouciance et ça vous brise, en fait. Une vraie épreuve, elle vous brise et donc mon Isidore, je voulais qu'il ait ça. C'est-à-dire qu'au début, on soit avec lui, qu'on se dise: «Allez, allez, ça va y aller, tout ça, il est gnien», mais qu'à un moment, la vie, elle elle le batte trop et qu'elle finisse par l'abattre, en fait, pour pas avoir ce côté bisounours. Voilà, donc c'est ça mon Isidore. Et puis alors moi j'ai été extrêmement déçu parce que Ah votre belle perle, oui. elle est magnifique, elle est formidable, et je me disais quand même, ce jeune, enfin pas jeune, mais ce détective Ah oui, vous autrichien, faites partie de ceux qui auraient oui, voulu que Perle vraiment sorte pas. avec Eh Stauber. bien sûr, Eh ben, écoutez, eh ben non, il faut mais bien c'est pas il faut possible. bien décevoir le lecteur parfois. Oui, en plus de ça, j'ai tout fait Mais pour que le lecteur se dise: «Ah oui, ça» eh ben non, non, parce qu'elle est nulle en amour, Pearl. Elle est nulle en amour, elle sait pas s'y prendre, elle sait pas faire le voilà. En fait, je voulais que Pearl, ce soit un personnage de femme d'affaires, avocate, très brillante, très, heu, un peu l'ambitieuse. Aussi un stéréotype de ces femmes, qu'on voit qui sont des femmes, très, oui, l'américaine, avec son tailleur et qui gagne des millions et qui fait des procès, des trucs comme ça et tout ça, qui soit un peu un requin
et qui, à côté de ça, soit nul en amour, mais nul, nul, nul. Voilà, et un peu midinette, et un peu voilà. Il tient de sa mère. Peut-être. Et voilà, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir un personnage un peu double comme ça, parce que les stéréotypes en littérature, c'est toujours hem, très amusant de jouer avec ces codes-là, mais si on va trop dans le stéréotype, après, les gens s'attendent trop au truc. Donc, vous voyez, vous avez été déçus par Star Wars, je Ah, peux comprendre. voilà. Euh, on en sort de cet inconnu. On arrive à en sortir. Alors, s'il y a la tournée maintenant, vous allez Voilà, vous il y a la avez tournée. trouvé le temps de réécrire, plonger dans une autre Bien aventure sûr, littéraire. et puis il faut tout puis à peine terminé un roman, il faut écrire le prochain, et ça, c'est un grand conseil de mon éditrice, mais je pense qu'elle a vraiment raison. Mais en fait, dans toutes ces recherches, ça vous a peut-être donné d'autres idées? Alors non, parce qu'à chaque fois, je change vraiment complètement de genre littéraire, de je change du tout au tout. J'essaye vraiment de trouver des nouvelles formes, et voilà. Mais c'est quelque chose justement, d'autant plus que le succès de l'inconnu, c'est un peu un tourbillon, quand ça fait, 20 ans que vous écrivez et que bon, vous avez un succès qui est très, modéré, et que tout d'un coup, c'est l'emballement et tout, ça ramène bien les pieds sur terre de se replonger dans d'autres recherches qui n'ont rien à voir. En ce moment, je suis dans le choléra, donc c'est bien, bah, c'est autre chose, quoi, et c'est très bien de penser au choléra plutôt qu'à mes chiffres de vente et tout ça, et c'est très bien. Merci pour ce moment formidable qu'on vient de passer. Merci à Charles Tessier, Christophe Robert, Éric Fage qui nous accueillent à la mairie de Saint-Étienne. Dans quelques minutes, il va y avoir la remise officielle du prix Ex Brailla des lycéens. Rendez-vous Jacques la semaine prochaine pour une nouvelle émission, bien sûr. On sera avec un auteur de chez nous autour d'un livre passionnant qui s'appelle Les Fils de la Navette. Au musée d'art et d'industrie. Mais les fils écrit F-I-L-S, donc ça peut se dire aussi les fils de la navette, et ça sera l'épopée des tisseurs de Saint-Étienne, un récit historique de Gérard Michel Termeau. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. RCF, la joie se partage.